C'est une aube grise et humide qui se lève sur Paris en cette année 1890. La ville, immense et tentaculaire, émerge lentement de la nuit, enveloppée dans une brume légère qui monte de la Seine. Si l'on écoute attentivement, le silence n'est jamais total. Avant même que le soleil ne perce l'horizon, une rumeur sourde monte des artères principales. C'est le bruit des charrettes des maraîchers, venus de la ceinture verte entourant la capitale, qui convergent vers le centre, vers les Halles, ce ventre gigantesque qui doit nourrir les plus de 2 millions d'habitants qui s'éveilleront bientôt. L'air est frais, chargé d'une odeur particulière, signature olfactive de l'époque. Un mélange de charbon brûlé, de crottin de cheval et de pierres mouillées. Paris, en 1890, est une ville minérale, une ville de calcaire et de zinc, mais c'est aussi une ville organique, mue par la force animale. On compte près de 80 000 chevaux dans les rues. Ce sont eux les véritables moteurs de la cité. Dès les premières lueurs, on entend le claquement ferré de leurs sabots sur les pavés inégaux, un rythme ternaire qui scande la journée parisienne. Dans les immeubles haussmanniens qui bordent les grands boulevards, la vie reprend selon une hiérarchie verticale stricte. Tout en haut, sous les toits, dans les chambres de bonne exiguë, les domestiques sont les premiers levés. Il fait froid dans ces mansardes mal isolées, où l'eau gèle parfois dans la cuvette. La première tâche est physique, éreintante. Il faut descendre les 6 ou 7 étages par l'escalier de service, étroit et sombre, pour aller chercher l'eau et le charbon, puis remonter, les seaux pleins, pour alimenter les foyers des appartements bourgeois situés aux étages inférieurs. Il n'y a pas encore d'eau courante à tous les étages, et l'ascenseur hydraulique reste une curiosité de luxe réservée à quelques immeubles de grand standing. Pendant que les domestiques s'activent à rallumer les poêles et à préparer les offices, la rue en bas s'anime. Les balayeurs municipaux, armés de balais de bouleaux et de pelles, entament leur lutte quotidienne contre la boue. Cette boue parisienne est légendaire. C'est une pâte noirâtre, collante, composée de terre, de résidus industriels et de déjections chevalines. On arrose les trottoirs, on racle les caniveaux pour permettre à l'eau de s'écouler vers les égouts. Cette ville souterraine qui fait la fierté des ingénieurs de la République. Vers 7 heures, les ouvriers et les employés quittent leur logement. La tenue vestimentaire indique immédiatement le statut social et la destination. L'ouvrier porte la blouse bleue et la casquette, le petit employé le veston sombre et le chapeau melon. Il marche vite. Les distances sont longues, et si le réseau d'omnibus à chevaux se développe, la marche reste le mode de déplacement principal pour la majorité. On traverse les ponts où le vent souffle plus fort, on longe les quais où les bouquinistes ouvrent leurs boîtes vertes scellées par des cadenas. L'heure de l'ouverture des commerces marque le véritable début de l'activité publique. La boulangerie est le premier point de ralliement. Le pain est la base de l'alimentation. On l'achète chaque jour, frais, sous forme de longues miches ou de couronnes. L'odeur de la levure et du bois brûlé s'échappe des fournils en sous-sol. Juste à côté, le marchand de vin et charbon, le Bougna, sert les premiers cafés au comptoir. C'est un café noir, fort, souvent coupé d'une goutte d'eau de vie pour donner du cœur à l'ouvrage. On y échange quelques mots sur la météo ou les faits divers. On parcourt rapidement un journal acheté à la criée. La matinée avance et la circulation s'intensifie. Sur les grands boulevards, le spectacle est incessant. La chaussée est un fleuve anarchique où se croisent les lourds omnibus à impérial, tirés par 3 chevaux percherons qui fument dans l'air frais, les fiacres légers qui servent de taxi, et les charrettes de livraison encombrantes. Il n'y a pas de feu de signalisation, pas de passage piéton matérialisé. Traverser la rue est une aventure qui demande de l'attention et de l'agilité. Le piéton doit se faufiler entre les roues cerclées de fer et les attelages, sous le regard parfois impatient des cochers haut perchés. Dans les quartiers d'affaires, autour de la bourse et de l'opéra, l'atmosphère est fébrile. C'est le règne de la banque et du commerce. Les hommes d'affaires en redingote et haut de forme pressent le pas, leur canne à la main. Le costume noir est de rigueur, une uniformité qui gomme les individualités au profit de la respectabilité bourgeoise. Dans les bureaux, les commis aux écritures travaillent debout ou assis sur de hauts tabourets, grattant le papier à la plume métallique, dans une odeur d'encre et de poussière. L'éclairage au gaz siffle doucement, car la lumière naturelle peine souvent à pénétrer dans les arrière-cours encaissées. Pendant ce temps, dans les intérieurs bourgeois, la maîtresse de maison supervise l'organisation de la journée. Le décor est chargé, capitonné. On aime les velours lourds, les tentures épaisses qui bloquent les courants d'air, les tapis d'Orient, les meubles en acajou sombre. L'objectif est de créer un cocon protecteur contre le bruit et la saleté du dehors. On époussette les bibelots, on remonte les pendules. Le temps est rythmé par les repas et les visites. La cuisine, reléguée au fond du couloir, est un territoire à part, chaud et enfumé, où la cuisinière règne sur son grand fourneau de fonte noire, préparant des plats en sauce qui mijotent longuement.
À midi, Paris marque une pause, mais ne s'arrête pas. Pour les travailleurs, le déjeuner est souvent pris sur le pouce ou dans des gargotes bruyantes. On mange une soupe, un morceau de bouillie, du fromage. Le vin est sur toutes les tables, aliment indispensable considéré comme fortifiant. Dans les parcs et les jardins publics, comme aux Tuileries ou au Luxembourg, les nourrices, reconnaissables à leurs longs rubans, promènent les enfants des familles aisées. Les chaises en fer sont payantes. On loue sa place pour observer les passants. L'après-midi est le moment où la ville se transforme en vitrine. C'est l'heure des grands magasins. Le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette sont devenus des temples de la consommation moderne. L'architecture de fer et de verre permet de créer des halls immenses, inondés de lumière. Les femmes de la bourgeoisie s'y rendent, non seulement pour acheter, mais pour flâner, toucher les étoffes, essayer des gants. C'est un espace de liberté relative où elles peuvent circuler sans chaperon. Les vendeuses, vêtues de noir, s'affairent avec une politesse rigide, debout toute la journée, espérant une commission sur les ventes. Dans les rues adjacentes, les petits métiers continuent leur ronde. On entend les cris caractéristiques qui annoncent les services. Le vitrier avec ses carreaux sur le dos, le rémouleur qui affûte les couteaux sur sa meule mobile, la marchande de mourons pour les oiseaux en cage. Ces sons forment la mélodie du quartier, familière à tous les habitants. La fin de l'après-midi voit apparaître un rituel social incontournable, la promenade. Sur les boulevards, on vient voir et être vu. Les terrasses des cafés s'emplissent. On y boit de l'absinthe, cette fée verte, que l'on trouble avec de l'eau versée goutte à goutte sur un sucre, ou des apéritifs à base de vin. L'homme du monde observe la foule. Le fumeur de cigares lit son journal politique. Les colonnes Maurice affichent les spectacles du soir. Opérettes, pièces de théâtre, bals. Paris est une ville de divertissement, une ville qui aime se mettre en scène. Cependant, à mesure que le jour décline, une autre réalité se dévoile. Dans les quartiers populaires de l'Est parisien, à Belleville ou Ménilmontant, le retour du travail est un moment de lassitude. Les ouvriers rentrent, le visage marqué par 12 heures de labeur. Ici, les immeubles sont plus bas, les murs lépreux, les rues plus étroites. L'odeur est plus forte, celle des ateliers de produits chimiques ou des tanneries qui ne sont pas encore totalement repoussées hors de la ville. On vit dans une promiscuité dense. La rue est le prolongement du logement trop petit. Les enfants jouent dans le ruisseau, les femmes discutent sur le pas de la porte en attendant le retour des hommes. Le crépuscule apporte avec lui la magie technologique de l'époque, l'allumage des réverbères. C'est une chorégraphie précise. Les allumeurs de gaz parcourent la ville avec leurs longues perches, ouvrant les vannes et enflammant les manchons. Soudain, la ville se pare d'une lueur jaune et vacillante. Les vitrines des magasins brillent, projetant leur lumière sur les trottoirs humides. L'électricité commence à apparaître, mais elle est encore rare, réservée aux lieux de prestige, éblouissante et blanche, contrastant avec la douceur dorée du gaz. Le dîner est le moment où la cellule familiale se reforme. Chez les bourgeois, il est servi dans la salle à manger, sous la suspension à gaz. La table est dressée avec soin, nappe blanche, argenterie. Le repas est un rituel codifié, servi par une bonne en tablier blanc. On y discute des affaires, de la politique, des scandales mondains. Chez les plus modestes, on mange la soupe à la lumière d'une lampe à pétrole, le pain rompu à la main, assis autour de la table de la pièce principale qui sert aussi de chambre à coucher. La soirée parisienne offre 1000 visages. Pour les uns, c'est l'opéra, ce monument rutilant où l'escalier d'honneur sert de scène sociale plus importante encore que le spectacle lui-même. Les diamants scintillent, les traînes de soie bruissent. Pour d'autres, ce sont les cafés-concerts, les cabarets de Montmartre où l'on chante des refrains populaires, où l'atmosphère est enfumée, bruyante et joyeuse. On y rit, on y boit, on y oublie la dureté de la condition ouvrière. Il y a aussi ceux qui travaillent la nuit. Les typographes qui composent les journaux du lendemain, les boulangers qui recommencent à pétrir, les chiffonniers qui, leur hôte sur le dos et leur lanterne à la main, commencent leur tournée pour fouiller les poubelles avant le passage des éboueurs. Vers minuit, le rythme ralentit. Les derniers omnibus rentrent au dépôt. Les portes cochères des immeubles se ferment, lourdes et massives. Si l'on rentre après la fermeture, il faut sonner et crier son nom au concierge pour qu'il tire le cordon, une opération souvent accompagnée de grommellements pour le sommeil perturbé. La nuit s'installe sur la capitale. Les bruits s'estompent, ne laissant que quelques échos lointains. Le sifflet d'un train à vapeur quittant la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord. Le pas cadencé d'une patrouille de sergents de ville, cap sur les épaules, assurant la sécurité des rues désertes. Dans le silence relatif, la Seine continue de couler, noire et huileuse, reflétant les rares lumières des ponts. Cette journée ordinaire de 1890 témoigne d'un monde en équilibre. Un monde où la tradition côtoie la modernité la plus radicale. Les gens vivent au rythme du soleil et du gaz, de la marche et du cheval, dans une densité humaine que nous avons peine à imaginer aujourd'hui. C'est une vie rude, physique,
où le confort est un luxe rare, mais où le lien social est omniprésent, tissé dans la rue, dans l'immeuble, dans l'atelier. Alors que les dernières lumières s'éteignent aux fenêtres, Paris ressemble à une immense machine au repos, accumulant de l'énergie pour le lendemain. Car dès que l'aube grise pointera à nouveau sur les toits de zinc, tout recommencera. Les maraîchers reviendront, les chevaux frapperont le pavé, et la fourmilière humaine reprendra sa course effrénée vers le XXe siècle qui s'annonce à l'horizon. Pour comprendre cette vie, il faut imaginer la sensation de la laine rugueuse des vêtements, l'odeur persistante de la fumée de charbon qui imprègne tout, le goût du vin ordinaire et du pain bis. Il faut ressentir l'humidité des murs et la chaleur des poêles. C'est une existence faite de gestes répétés, de savoir-faire manuel, d'une adaptation permanente à un environnement urbain exigeant. C'est cela, une journée à Paris en 1890. Une symphonie de bruit, d'odeurs et de mouvements, jouée par 2 millions d'âmes anonymes qui ont bâti, jour après jour, l'histoire de cette ville.